grande agitation a régné toute la nuit. Nous devions ranger chaque chose à sa place, cependant que des amis du sieur, comme Mr. Blandly, venaient par barques entières lui souhaiter bon voyage. Je ne me souviens pas d'avoir travaillé moitié autant au cours d'une nuit à l'amiral Benbow. J'étais donc épuisé quand, un peu avant l'aube, le maître d'équipage a donné un coup de sifflet et l'équipage a commencé à saisir les barres du cabestan. Même si j'avais été 2 fois plus las, je n'aurais pas quitté le pont. Tout était si neuf et passionnant pour moi, les commandements brefs, le son strident du sifflet, les hommes se précipitant à leur poste dans la lueur des lanternes de bord. « Hé, Barbecue, lance-nous un couplet !» a crié une voix. « La vieille chanson !» a ajouté quelqu'un d'autre. « C'est bon, les gars !» a acquiescé Long John qui se tenait là, sa béquille sous le bras. Il a aussitôt entonné l'air et les paroles que je connaissais si bien. 15 matelots sur la malle du mort. Et tout l'équipage a repris en chœur. Yo, ho, ho, une bouteille de rhum. Le diable a acheté les autres par-dessus bord. Et chaque ho semblait augmenter la vigueur avec laquelle il poussait les barres du cabestan. Alors même que l'exaltation du moment me tenait, le vieillard m'a ramené en 1 seconde à l'amiral Benbow, et j'ai cru entendre le capitaine reprendre le refrain de sa voix de fausset. Mais bientôt on a relevé l'ancre. Bientôt elle était suspendue, ruisselante à la proue, bientôt les voiles se sont gonflées, bientôt la côte et les navires au mouillage ont défilé à bâbord et à tribord, et alors que je m'apprêtais à me coucher pour une petite sieste discrète, l'Hispaniola entamait son voyage vers l'île au trésor. Je ne vais pas vous raconter ce voyage en détail. Il s'est assez bien déroulé. Le vaisseau s'est révélé un bon vaisseau, l'équipage était formé de marins compétents, et le capitaine connaissait à fond son métier. Pourtant, avant notre arrivée à l'île au trésor, 2 ou 3 incidents notables se sont produits. Et d'abord, il est apparu que Mr. Harrow était encore pire que le capitaine ne l'avait craint. Il n'avait aucune autorité sur les hommes qui se moquaient de lui. Et ce n'était pas tout, car au bout d'1 jour ou 2 en mer, il s'est mis à paraître sur le pont avec le regard vague, les joues rouges, la parole incertaine et autres signes d'ivresse. À chaque fois, le capitaine lui ordonnait de redescendre et de cuver son alcool. Parfois, il tombait et se blessait. Parfois, il passait la journée affalé dans son hamac sur le côté du capot, et parfois, il restait presque sobre 1 jour ou 2 et s'occupait de son travail à peu près correctement. Cependant, nous ne parvenions pas à comprendre où il trouvait l'alcool. C'était l'énigme du vaisseau. Nous avions beau le surveiller, le mystère restait entier. Et quand nous lui posions la question directement, il nous riait au nez s'il était ivre et prétendait, s'il était sobre, n'avoir jamais goûté autre chose que de l'eau. Non seulement il ne servait à rien en tant qu'officier et exerçait une mauvaise influence sur les hommes, mais il était évident qu'en continuant ainsi, il finirait tout bonnement par se tuer, de sorte que personne n'a été très étonné, ni très peiné, quand par une nuit noire, avec une houle de face, il a disparu à tout jamais. « Par-dessus bord !» a déclaré le capitaine. « Eh bien, messieurs, cela nous évitera d'avoir à le mettre au fer. » Mais nous nous retrouvions sans second. Il fallait promouvoir un des marins. Le maître d'équipage, Job Anderson, semblait le choix le plus logique, et tout en conservant son ancien titre, il a tenu pour ainsi dire le rôle de second. Mr. Trelawney avait navigué, et son expérience lui permettait de rendre service. Ainsi, il prenait souvent un quart par temps calme. Et le chef de chaloupe, Israel Hands, était un vieux matelot prudent et rusé, capable de faire face à n'importe quel événement imprévu, ou presque. C'était un proche compagnon de Long John Silver, et la mention de ce nom m'amène à parler de notre cuisinier, que les hommes surnommaient Barbecue. À bord du navire, il portait sa béquille suspendue par une lanière autour de son cou, afin de garder les mains libres autant que possible. C'était un curieux spectacle que de le voir coincer le bout de sa béquille contre une cloison et s'appuyer dessus pour être solidaire avec le navire et s'affairer à sa cuisine comme s'il était sur la terre ferme. Le spectacle était encore plus étrange quand il traversait le pont par gros temps. Il avait fait tendre 1 ou 2 filins pour l'aider à franchir les parties les plus exposées. On les appelait les boucles d'oreilles de Long John. Il passait de l'un à l'autre, tantôt se servant de sa béquille, tantôt la traînant par sa lanière, aussi vite qu'un autre homme pouvait le faire en marchant. Pourtant, certains des hommes qui avaient navigué avec lui auparavant s'apitoyaient de le voir ainsi diminuer. « C'est pas un homme ordinaire, Barbecue, » m'a dit le chef de chaloupe. « Il est allé à l'école dans ses jeunes années,
Et il peut parler comme un livre si ça lui chante. Et courageux. Un lion, c'est rien à côté de l'oncle John. Je l'ai vu en prendre 4. Lui sans armes. Et cogner leurs têtes les unes contre les autres. Tout l'équipage le respectait, lui obéissait même. Il avait une manière bien à lui de parler à chacun, de rendre des services à tout le monde. Il se montrait toujours aimable à mon égard, et paraissait toujours heureux de me voir dans la cuisine, qu'il maintenait aussi propre qu'un sous-neuf, les plats bien astiqués accrochés au mur et son perroquet en cage dans un coin. « Viens donc, Hawkins, Disait-il. Viens faire un brin de causette avec John. T'es le bienvenu ici, fiston. Assieds-toi et écoute les nouvelles. V'là Cap'n Flint. J'appelle mon perroquet Cap'n Flint, comme le fameux flibustier. V'là Cap'n Flint qui prédit le succès de notre expédition. Pas vrai, Cap'n? Et le perroquet répétait à toute allure, Pièce de 8, pièce de 8, pièce de 8. sans paraître s'essouffler, jusqu'au moment où John couvrait la cage de son mouchoir. Alors, cet oiseau Disait-il. a peut-être 200 ans d'âge, Hawkins. Ils vivent pour toujours ou presque, ces bêtes-là. Et si quelqu'un a vu plus d'horreur, ça peut être que le diable en personne. Il a navigué avec England, le fameux Cap'n England, le pirate. Il est allé à Madagascar, et Malabar, et Suriname, et Providence, et Portobello. Il était présent quand on a renfloué les épaves des galions qu'apportaient les pièces d'argent. C'est là qu'il a appris pièces de 8. Et pas étonnant. On en a remonté 350 000, Hawkins. Et il a assisté à l'abordage du vice-roi des Indes à la sortie de Goa. Eh ouais. Et à le voir, tu croirais que c'est un bébé. Mais t'as senti la poudre, hein, Cap'n? Paraviré. Hurlait le perroquet, C'est un vaisseau bien dessiné, pas de doute. concluait le cuisinier en lui donnant un morceau de sucre qu'il tirait de sa poche. Sur ce, l'oiseau becquetait les barreaux de sa cage et lançait une bordée de jurons dont la grossièreté défiait l'imagination. Tu vois, mon gars, Ajoutait John. on ne peut pas toucher à la poisse sans se salir. V'là ce pauvre vieux volatile qui jure comme un damné. Mais l'innocent sait pas ce qu'il dit. Tu peux miser là-dessus. Il jurait pareil, façon de parler devant l'aumônier. John portait la main à son front comme pour saluer, et quand je voyais son air solennel, j'étais convaincu que c'était le meilleur des hommes. Pendant ce temps, les relations entre le sieur et le capitaine Smollett restaient fraîches. Le sieur ne cherchait pas à dissimuler ses sentiments, il méprisait le capitaine. Le capitaine, de son côté, n'adressait pas la parole au sieur, sinon pour lui répondre, et alors sec et bref, et pas un mot de trop. Il reconnaissait, quand on le poussait dans ses retranchements, qu'il semblait s'être trompé à propos de l'équipage, que certains étaient aussi vifs qu'on pouvait le souhaiter, et que tous se conduisaient plutôt bien. En ce qui concerne la goélette, il en était tout bonnement tombé amoureux. « Elle remonte au vent encore mieux qu'un homme ne peut l'espérer de sa propre femme, monsieur. Mais, ajoutait-il, je dis que nous ne sommes pas prêts de rentrer à la maison. Je n'aime pas ce voyage. » Quand il entendait ce genre de discours, le sieur se détournait et arpentait le pont en donnant des coups de menton. « Une bêtise de plus de cet homme, Disait-il. et j'explose !» Nous avons traversé un peu de gros temps, ce qui n'a fait que prouver les excellentes qualités de l'Hispaniola. Tous les hommes de l'équipage semblaient satisfaits, et ils auraient été bien difficiles à contenter s'ils en avaient été autrement, car je crois qu'on n'a jamais gâté un équipage autant que depuis que Noé a pris la mer. On doublait la ration de rhum sous le moindre prétexte, on servait du pudding à n'importe quelle occasion, par exemple si le sieur apprenait que c'était l'anniversaire d'un matelot, et il y avait toujours un tonneau de pommes d'ouvert, dans lequel chacun pouvait se servir. « Ça n'a jamais rien donné de bon, ça », a déclaré le capitaine au docteur Livesey. « Gâtez les hommes et vous avez des diables. Mon opinion. » Mais il est bien sorti quelque chose de bon du tonneau de pommes, ainsi que vous allez l'apprendre. Car s'il n'avait pas été là, nous n'aurions pas eu le moindre signal d'alerte et aurions peut-être tous péri par traîtrise. Voici ce qui s'est passé. Nous avions remonté les alizés pour trouver le vent qui devait nous mener à notre île. Je n'ai pas le droit d'être plus précis. Et maintenant nous filions à bonne allure, une vigie guettant jour et nuit. Même en comptant large, nous étions à peu près au dernier jour de notre traversée. Au cours de la nuit, ou au plus tard le lendemain avant midi, nous devions apercevoir l'île au trésor. Nous tenions le cap SSO,
par une brise de travers bien ferme et une mer calme. Le roulis était régulier, l'Hispaniola enfonçait de temps en temps son beaupré en soulevant une gerbe d'embrun, toutes les voiles étaient gonflées en bas comme en haut. Tout le monde se sentait de bonne humeur, car la première partie de notre aventure touchait à sa fin. Donc, juste après le coucher du soleil, alors que je venais d'achever mon travail et me dirigeais vers ma couchette, je me suis dit que je mangerais bien une pomme. J'ai couru sur le pont, les hommes de quart se tenaient tous à l'avant à guetter l'île. L'homme de bar surveillait la tension des voiles en sifflotant doucement, et on n'entendait pas d'autre son si ce n'est le frémissement du flot contre l'étrave et le long des flancs du navire. Je suis entré tout entier dans le tonneau, où il ne restait presque aucune pomme. Accroupi dans le noir pour en trouver une, bercé sans doute par le bruissement de l'eau et le balancement du bateau, je m'étais endormi, ou j'étais sur le point de le faire, quand un homme s'est assis lourdement tout à côté. Le tonneau a vibré quand il s'y est adossé, et je m'apprêtais à en sortir d'un bond quand l'homme s'est mis à parler. C'était la voix de Silver, et avant qu'il ait prononcé 12 mots, j'avais perdu l'envie de me montrer. Je suis resté là, tremblant et l'oreille tendue, partagé entre une terreur et une curiosité extrême. Car ces 12 mots m'ont suffi pour comprendre que les vies de tous les honnêtes gens à bord dépendaient de moi et de moi seul. Non, pas moi. Disait Silver. Flint était capitaine. J'étais quartier maître, cause ma jambe de bois. Le même abordage où que j'ai perdu ma jambe, le vieux Pio a perdu ses loupiottes. C'était un maître chirurgien, celui qui m'a empité. Diplômé de la faculté et tout. Du latin à la pelle et quoi encore. Mais il a été pendu comme un chien et il a séché au soleil comme les autres à Corso Castle. C'était les hommes de Roberts que c'était. Et c'est venu de ce qu'ils changeaient les noms de leurs bateaux. Le Royal Fortune et ainsi de suite. Ce que je dis. Le nom qu'un navire a reçu en baptême, qu'il le garde. Regarde le Cassandra qui nous a ramené sain et sauf de Malabar quand England a eu capturé le vice-roi des Indes. Et aussi le vieux Walrus, le vieux navire de Flint que j'ai vu ruisselant de sang et si plein d'or qu'il était prêt de couler. Waouh! S'est écriée une autre voix, celle du plus jeune matelot à bord, sur un ton admiratif. C'était la fine fleur des flibustiers, hein, Flint? Davy c'était quelqu'un aussi, à ce qu'on dit. A repris Silver. J'ai jamais navigué avec lui. D'abord avec England, ensuite avec Flint, c'est mon histoire. Et aujourd'hui, ici, pour mon propre compte. Façon de parler. J'ai mis 900 livres en sécurité du temps d'England et 2000 avec Flint. Pas mal pour un matelot devant le mât. Bien à l'abri dans une banque. C'est pas ce qu'on gagne qui compte, c'est ce qu'on économise. Tu peux miser là-dessus. Où ils sont tous maintenant, les hommes d'England? J'en sais rien. Et ceux de Flint? Bah... tous ou presque ici à bord, et contents de manger du pudding. Réduits à mendier avant ça, il y en avait. Le vieux Pew, qui avait perdu la vue, n'a pas eu honte de dépenser 1200 livres en une année, comme un lord. Où qu'il est maintenant? Ben, les morts. Et dans la cale. Mais les 2 dernières années... Casse ma carcasse, l'homme crevait de faim. Il mendiait, et il volait, et il égorgeait, et il crevait de faim quand même par tous les diables. Alors ça vaut pas le coup, en fin de compte? Dit le jeune matelot. Ça vaut pas le coup pour les idiots, tu peux miser là-dessus. Ça, ni rien. Mais écoute-moi bien. T'es qu'un gamin que t'es. Mais t'es malin. Je le vois déjà quand je t'ai vu. Et je vais te parler d'homme à homme. Vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu cet abominable gredin employer pour s'adresser à un autre les mêmes expressions flatteuses qu'il avait utilisées pour moi. Je pense que, si cela avait été possible, je l'aurais tué à travers mon tonneau. Cependant, il continuait à parler, loin de supposer que quelqu'un l'écoutait. Les gentilshommes de fortune, je vais te dire. Ils vivent à la rude. Ils risquent de se balancer au bout d'une corde, mais ils bouffent et ils boivent comme des coqs de combat. Et quand un voyage s'achève, ben, c'est des centaines de livres qu'ils ont en poche, pas des centaines de sous. Alors tout part en Rome et en bonne bordée.
et ils retournent en mer sans rien que leur chemise. Mais pas moi. Je le mets de côté. Un peu ici, un peu là, et pas trop quelque part, à cause des soupçons. J'ai 50 ans, remarque. Je reviens de ce voyage, je deviens un monsieur pour de bon. Il est grand temps, tu me dis, mais j'ai vécu à l'aise, n'empêche. Me suis jamais privé de rien que le cœur désire, et j'ai dormi dans le duvet et mangé du bon toute ma vie, sauf en mer. Et comment j'ai commencé? Devant le mât, comme toi. Ah oui, dit l'autre. Mais tout cet argent est perdu maintenant, non? Vous ne pourrez pas vous montrer à Bristol après ce coup-ci? Tiens, mais où tu crois qu'il est? A demandé Silver d'un ton moqueur. À Bristol, dans des banques et des endroits? Y était. Quand nous avons levé l'ancre, y était encore. Mais ma vieille a tout récupéré alors qu'il est. Et la longue vue est vendue, bail et clientèle et gréement. Et la vieille est partie pour me rejoindre. Je te dirai où, je te fais confiance. Mais ça ferait des jaloux parmi les gars. Et vous faites confiance à votre vieille? Les gentilshommes de fortune se fient pas trop les uns aux autres, et à juste titre, tu peux miser là-dessus. Mais j'ai ma méthode, moi. Le gars qui a envie de me faire un sale coup, un gars qui me connaît, je veux dire, bah il attend d'être dans l'autre monde pour le faire. Il y en a qui s'effroyaient de Pew, il y en a qui s'effroyaient de Flint. Mais Flint lui-même s'effroyait de moi. Effroyé, ouais. Tout fier qu'il était. Il n'y avait pas d'équipage plus rude que celui de Flint. Le diable en personne se serait effroyé de prendre la mer avec eux. Ben je vais te dire, je suis pas un vantard. T'as vu moi-même que je suis de bonne compagnie. Mais quand j'étais quartier maître, personne n'aurait appelé les vieux flibustiers de Flint agneaux. Tu crains rien sur le navire du vieux John. Ben, je vous dis au vrai, John, cette affaire me plaisait pas plus que la moitié de ça avant que nous causions, mais maintenant, topez-la! Silver lui a secoué la main avec une telle vigueur que le tonneau en tremblait. Que tu serais un bon petit et pas bête non plus. Et j'ai jamais vu aucun gars qui ferait une plus belle figure de proue pour un gentilhomme de fortune. Je commençais à comprendre le sens de leurs paroles. Par gentilhomme de fortune, il n'entendait ni plus ni moins qu'un vulgaire pirate, et la petite scène que je venais de surprendre constituait le dernier acte de la corruption d'un matelot honnête, peut-être le dernier à présent à bord. Mais j'ai bientôt été rassuré sur ce point, car Silver a siffloté et un troisième homme s'est approché et s'est assis avec eux, Dick est de notre côté. a déclaré Silver, Oh, je savais que Dick marcherait. a rétorqué la voix du chef de chaloupe Israel Hans. L'ai pas fêlé, Dick. Il a changé sa chic de joue et craché. Mais vise là, barbecue. Ce que je veux savoir, combien de temps que nous allons navigoter comme un sacré caboteur? J'en ai presque plein le dos du Captain Smollett. Il m'a assez engueulé, tonnerre. Je veux aller dans cette cabine, ouais. Je veux leurs conserves et leurs vins, tout ça. Israël. Dit Silver. Ta tête vaut pas gros et c'est pas d'hier. Mais t'es capable d'entendre, je crois. Au moins t'as des oreilles de bonne taille. Alors voilà ce que je dis. Tu couches à l'avant, tu bosses dur et tu parles doux et tu restes sobre jusqu'à ce que je donne le signal. Et c'est comme ça, mon fils. Eh, je dis pas non, hein. A grogné le chef de chaloupe. Ce que je dis, c'est quand. C'est ça que je dis. Quand? Par tous les diables. Ben si tu veux savoir, je vais te dire quand. Le plus tard possible. V'là quand. Y a un marin de première, le Captain Smollett, qui mène le navire pour nous. Y a ce sieur et ce docteur qui ont une carte et tout. Je sais pas où qu'elle est, hein. Et toi non plus. Alors ben quoi? Je veux que ce sieur et ce docteur trouvent la marchandise et nous aident à la transporter à bord par tous les diables. Ensuite, nous verrons. Si j'étais sûr de vous tous, fils de triple buse, je laisserais le Captain Smollett parcourir la moitié du chemin de retour avant de frapper. Eh, nous sommes quand même tous des marins, je pense, a déclaré le jeune Dick. Nous sommes tous de simples matelots, tu veux dire. A répliqué Silver sèchement. Nous pouvons tenir un cap. Mais qui va le calculer?
Chacun de vous, messieurs, aurait un avis différent du premier au dernier. Si je faisais à mon idée, je garderais le Captain Smollett au moins jusqu'aux Élysées. Nous ne risquerions pas de sacrées erreurs de calcul et une cuillerée d'eau par jour. Mais je vous connais. Faudra que je les achève sur l'île dès que le magot est à bord. Et bien dommage. Vous êtes pas content tant que vous pouvez pas vous saouler. Nom d'un chien, ça me fait mal au cœur de naviguer avec des gars comme vous. Tout doux, Long John. s'est écrié Israël. Qui te cherche des noises? Et alors? Combien vous croyez que j'ai vu de 3 mâts pris à l'abordage? Et combien de petits gars en train de rôtir au soleil sur le quai des exécutions? Et tout ça à cause de cette envie de se presser et de se presser, m'entendez? J'ai vu une chose ou deux en mer, ça ouais. Si seulement vous teniez votre cap et remontiez un poil au vent, vous rouleriez carrosse, c'est sûr. Mais pas vous. Je vous connais. Demain, la gueule pleine de rhum, et ensuite la potence. Tout le monde sait que tu prêches comme un pesteur, John. A remarqué Israël. Mais il y en avait d'autres qui pouvaient manœuvrer et barrer aussi bien que toi. Ils aimaient rigoler un peu. Ils aimaient ça. Ils n'étaient pas aucunement à nous regarder de haut, mais ils tiraient leur bordée comme de fameux compagnons tous. Ah ouais. A ricané Silver. Et où qui sont maintenant? Pew était comme ça, et les morts mendiants. Flint l'était aussi, et le rhum l'a tué à Savannah. Ouais, c'était un fameux équipage, rien à dire. Mais où qui sont? Mais, a demandé Dick, une fois que nous les couchons sur le flanc, ensuite quoi? Ça, c'est un homme à mon goût. S'est écrié Silver sur un ton admiratif. Droit au but. Et alors, à ton avis? Les débarquer comme des punis? Ce serait la façon d'England. Ou les égorger comme des pourceaux? C'est ce que Flint ou Billy Bones auraient fait. Billy savait y faire. Dit Israël. Les morts ne mordent pas, c'est ce qu'il disait. Bah n'empêche qu'il est mort maintenant. Il peut vérifier lui-même. Si un rude gaillard a jamais fréquenté les ports, c'est bien Billy. Tu l'as dit. A approuvé Silver. Rude et prêt à tout. Tandis que moi, je suis un homme aimable. Le parfait gentleman que vous dites. Sauf que cette fois, c'est sérieux. Le devoir, c'est le devoir, les gars. Je donne mon verdict. La mort. Quand je serai dépité au Parlement et je roule dans ma calèche, je veux pas qu'aucun de ces messieurs dans la cabine rentre à la maison sans être invité, comme le diable à l'église. Attendre, je dis. Mais le jour venu, pas de quartier. John, S'est exclamé le chef de chaloupe. t'es un homme. Attends de me voir à l'œuvre pour le dire, Israël. Je ne réclame qu'une chose. Je réclame Trelawney. Je lui arrachera sa tête de veau avec ses mains-ci. Hé, Dick, A-t-il ajouté en changeant de ton. lève-toi comme un brave garçon. Et va me chercher une pomme pour me rafraîchir le gosier. Vous imaginez ma terreur? J'aurais dû bondir et tenter ma chance, si j'en avais eu la force. Mais mes membres et mon cœur se dérobaient. J'ai entendu que Dick commençait à se relever, et puis quelqu'un l'a arrêté sans doute, et la voix d'Israël Hans a retenti. Mais non, tu vas pas sucer la pourriture du fond, John. Allons-y pour un petit coup de rhum. Dick, A dit Silver. je te fais confiance. J'ai un repère sur le Tonley, remarque. Tiens, la clé. Tu remplis un gobelet et tu la portes. Malgré ma panique, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était sans doute ainsi que Mr. Harrow s'était procuré l'eau de vie qui l'avait mené à sa perte. Pendant l'absence de Dick, Israël a murmuré à l'oreille du cuisinier. Je n'ai pu saisir qu'un mot ou deux, pourtant j'ai recueilli des nouvelles importantes, car, outre des bribes qui allaient dans le même sens, j'ai entendu cette phrase entière. Aucun des autres ne se joindra. J'en ai conclu qu'il restait encore des marins loyaux à bord. Quand Dick est revenu, les membres du trio ont pris le gobelet et bu tour à tour. L'un, à la chance! Un autre, Oh vieux Flint. et Silver lui-même, comme en chantonnant. À nous autres du gaillard d'avant, remonte au vent, vive le magot et vive le gâteau. À ce moment précis, une sorte de clarté m'est tombée dessus dans le tonneau, et levant les yeux, j'ai vu que la lune poudrait d'argent le mât et la voile de misaine. Et presque aussitôt, la voix de l'homme de vigie a crié «
entendu des pas se ruer sur le pont, des gens monter de la cabine et du gaillard d'avant. Me glissant en un instant hors du tonneau, j'ai plongé derrière la voile de misaine, fait le tour par l'arrière et suis arrivé au milieu du pont juste à temps pour me joindre à Hunter et au Dr Livesey qui se précipitaient vers l'avant. Tous les hommes se pressaient déjà là. La ceinture de brume s'était élevée au moment où la lune était apparue. Nous apercevions 2 collines basses au loin, dans la direction du sud-ouest, séparées l'une de l'autre de 2000 environ. Derrière l'une d'elles se trouvait une 3e colline plus haute, dont le sommet se cachait encore dans le brouillard. Toutes les 3 avaient une forme conique bien pointue. J'ai vu tout cela comme en rêve, car je ne m'étais pas encore remis de la terreur affreuse qui me tenait encore 1 ou 2 minutes plus tôt. Et puis j'ai entendu la voix du capitaine Smollett qui donnait des ordres. L'Hispaniola a remonté au vent de quelques degrés et a pris un cap qui devait lui permettre de contourner l'île par l'est. « Et maintenant, messieurs, A dit le capitaine quand les voiles furent toutes bordées, l'un d'entre vous a-t-il jamais vu cette terre ?» Je l'ai vu, monsieur. a répondu Silver. Quand j'étais cuistot sur un navire marchand, nous avons mouillé ici pour nous réapprovisionner en eau. Le mouillage est au sud, derrière un îlot, j'imagine. A demandé le capitaine. Oui, monsieur. L'île du squelette, qu'on l'appelle. C'était un repère de pirates dans le temps. Un gars que nous avions à bord sachait tous les noms qu'ils avaient donnés. Cette colline au nord, il l'appelle la colline de Misaine. Il y a 3 collines en rang du nord au sud, Misaine, Grand Mât et Artimon, monsieur. Mais le Grand Mât, c'est celle avec le nuage dessus, il l'appelle aussi la Longue Vue, pour ce qu'ils y maintenaient une vigie quand ils nettoyaient au mouillage, parce qu'ils nettoyaient leur bateau ici, monsieur, sauf votre respect. J'ai une carte ici. Dit le capitaine Smollett. Voyez si c'est bien l'endroit. Les yeux de Long John se sont enflammés quand il a repris la carte. Mais en voyant la blancheur du papier, j'ai su qu'il allait être déçu. Ce n'était pas la carte que nous avions trouvée dans le coffre de Billy Bones, mais une copie exacte, complète en tous ses détails. Nom, altitude, profondeur, à la seule exception des croix rouges et des notes manuscrites. Silver était sans doute fort mécontent, mais il avait assez de force de caractère pour le cacher, Oui, monsieur, dit-il. c'est l'endroit, c'est sûr. Et joliment dessiné. Qui a pu faire ça, je me demande? Les pirates étaient trop ignorants, je pense. Et voilà! Le mouillage du Cap'n Kidd. Juste le nom que le matelot disait. Il y a un fort courant qui court le long de la côte sud, puis vers le nord, le long de la côte ouest. Bien vu, monsieur, de serrer le vent et d'aller du côté de l'île protégée du mauvais temps. En tout cas, si vous vouliez échouer pour caréner, il n'y a pas de meilleure place dans ces eaux. Merci, mon brave. Dit le capitaine Smollett. Je vous demanderai plus tard de nous aider. Vous pouvez partir. Le sang-froid avec lequel John a dévoilé sa connaissance de l'île m'a épaté, et je dois dire que j'ai eu un peu peur quand je l'ai vu s'approcher de moi. Il ignorait assurément que j'avais entendu sa discussion depuis le tonneau de pommes. Pourtant sa cruauté, son hypocrisie et sa tyrannie m'inspiraient à ce moment-là un tel dégoût que c'est à grand-peine que j'ai retenu un frisson quand il a posé sa main sur mon bras. Ah, Dit-il. c'est un beau coin, cette île. Un beau coin pour un petit gars qui descend à terre. Tu vas te baigner, et tu vas grimper aux arbres, et tu vas chasser des chèvres. Tu feras tout ça. Et t'escaladeras ces collines toi-même comme une chèvre. Tiens, ça me rajeunit. J'allais oublier ma jambe en bois, vrai. C'est bien plaisant d'être jeune et d'avoir 10 orteils, tu peux miser là-dessus. Quand tu veux aller explorer un coup, t'as qu'à demander au vieux John, il te préparera un casse-croûte à emporter. Me donnant une tape des plus amicales sur l'épaule, il est parti en sautillant et a disparu sous le pont. Le capitaine Smollett, le sieur et le docteur Livesey parlaient ensemble sur le gaillard d'arrière. J'avais hâte de leur raconter mon histoire, mais je n'osais les interrompre au vu de tous. Alors que je me creusais la tête pour trouver un prétexte plausible, le docteur Livesey m'a appelé près de lui. Il avait oublié sa pipe en bas et, étant esclave du tabac, voulait me demander d'aller la chercher. Mais à peine m'étais-je assez rapproché pour lui parler sans être entendu que j'ai lancé « Docteur, je dois vous parler. Faites descendre le capitaine et le sieur dans la cabine. Ensuite, inventez une raison de me faire venir. J'ai des nouvelles affreuses. » Le docteur a paru un peu décontenancé, mais il a réussi à se maîtriser aussitôt. « Merci, Jim. C'est ce que je voulais savoir. » Dit-il d'une voix forte comme s'il m'avait posé une question.
Sur ce, il a tourné les talons et a rejoint les deux autres. Ils ont bavardé un moment, et même si aucun d'eux n'a sursauté, ni élevé la voix, il était bien évident que le docteur Livesey leur avait transmis ma demande, car j'ai bientôt entendu le capitaine donner un ordre à Job Anderson, qui a convoqué tous les hommes sur le pont d'un coup de sifflet. « Mes garçons, Dit le capitaine Smollett, j'ai un mot à vous dire. Cette terre que nous avons aperçue est celle que nous cherchions. Mr. Trelawney, étant un gentleman généreux, ainsi que nous le savons tous, vient de m'interroger. Comme j'ai pu lui dire que tous les matelots avaient accompli leur devoir, de la cale jusqu'en haut des mâts, comme je ne peux espérer voir meilleur travail, eh bien, le docteur, lui et moi, allons descendre de la cabine boire à votre santé, et on vous servira du rhum pour que vous buviez à notre santé. Je vous dis ce que je pense de ça. Je pense que c'est un geste magnifique, et si vous pensez la même chose, vous offrirez un bon hurrah de marin au gentleman qui en est responsable. le hurrah a suivi. Cela allait de soi. Mais il a retenti avec une telle ampleur et tant de cœur que j'avais du mal à croire, je l'avoue, que ces mêmes hommes complotaient notre mort, Et aussi un hurrah pour le Captain Smollett! a crié Long John à la fin du premier. Les matelots ont recommencé avec tout autant d'ardeur. Là-dessus, les trois messieurs sont descendus. Peu après, quelqu'un est venu dire que l'on réclamait Jim Hawkins dans la cabine. Je les ai trouvés tous les trois autour de la table, devant une bouteille de vin espagnol et quelques raisins secs, le docteur fumant sa pipe avec sa perruque sur les genoux, ce qui était, je le savais, le signe d'une certaine agitation. La fenêtre de derrière était ouverte, car la nuit était chaude, et on pouvait voir la lune briller au-dessus du sillage du navire. Ainsi, Hawkins, Dit le sieur, vous avez quelque chose à dire. Parlez. j'ai répondu à cette invitation, et leur ai détaillé aussi brièvement que possible la conversation de Silver. Personne ne m'a interrompu ou n'a même esquissé le moindre geste. Ils ont gardé les yeux fixés sur mon visage du début à la fin. Jim, A dit le docteur Livesey. prends un siège. Ils m'ont fait asseoir à la table à côté d'eux, m'ont versé un verre de vin, m'ont empli les mains de raisins secs, et tous les trois, l'un après l'autre, m'ont salué avant de boire à ma santé, soulignant ce qu'ils devaient à ma chance et à mon courage. Eh bien, capitaine, A déclaré le sieur. vous aviez raison, et j'avais tort. Je reconnais que je suis un âne, et j'attends vos ordres. Pas plus un âne que moi, monsieur. Je n'ai jamais entendu parler d'un équipage qui veut se mutiner sans que des signes avant-coureurs avertissent un homme ayant des yeux dans sa tête et lui laissent le temps de prendre les mesures nécessaires. Mais cet équipage me dépasse. Capitaine, Dit le docteur. si vous me permettez, c'est Silver. Un homme vraiment remarquable. Il aurait une apparence remarquable pendu à la grande vergue. A répliqué le capitaine. Mais trêve de bavardage. Cela ne mène à rien. Je vois 3 ou 4 points que je vais vous exposer, si Mr. Trelawney le permet. Mr. Trelawney a pris son ton grandiloquent. Vous êtes le capitaine, monsieur. C'est à vous de parler. Premier point. A commencé Mr. Smollett. Nous devons continuer, parce que nous ne pouvons pas faire demi-tour. Si j'ordonnais de virer de bord, il se soulèverait aussitôt. Second point, nous avons du temps devant nous, au moins jusqu'à ce que le trésor soit trouvé. Troisième point, il y a des matelots fidèles. Alors, monsieur, nous en viendrons aux mains tôt ou tard. Ce que je propose, c'est de saisir la fortune aux cheveux, comme on dit, et d'en venir aux mains un beau jour quand ils s'y attendent le moins. Je suppose que nous pouvons compter sur vos propres domestiques, Mr. Trelawney. Comme sur moi-même, monsieur. A déclaré le sieur. 3. A compté le capitaine. Avec nous, cela fait 7, y compris Hawkins. Venons-en aux matelots fidèles. Probablement les hommes que Trelawney a choisis lui-même avant de tomber sur Silver. A avancé le docteur. Non, A répondu le sieur. Hans était l'un des miens. C'est vrai. A ajouté le capitaine. Je croyais que l'on pouvait en avoir confiance en Hans. Quand on pense que ce sont tous des Anglais. S'est exclamé le sieur. Monsieur, il ne m'en faudrait pas beaucoup plus pour que je fasse sauter le navire. Eh bien, messieurs, A dit le capitaine. ma conclusion se limite à peu de choses.
Nous devons attendre, s'il vous plaît, et ouvrir l'œil. C'est éprouvant, je le sais. Ce serait plus plaisant de déclencher la bagarre, mais c'est sans espoir tant que nous ne connaissons pas nos hommes. Attendre un vent favorable, c'est ce que je conseille. Jim, ici présent, dit le docteur. peut nous aider mieux que personne. Les hommes parlent sans crainte devant lui, et Jim a un bon sens de l'observation. Hawkins, je place toute ma confiance en vous. A ajouté le sieur. J'ai ressenti un véritable désespoir en entendant ces mots, car je ne voyais pas ce que je pouvais faire. Et pourtant, par un étrange concours de circonstances, c'est en effet grâce à moi que le salut est venu. En attendant, nous avions beau parler, le nombre d'hommes en lesquels nous pouvions avoir confiance s'élevait à 7 sur 26. Et l'un de ces 7 était un garçon, si bien que les adultes de notre côté n'étaient que 6 contre 19.